Le fantôme de l'opéra Gaston Leroux, livre audio complet, avant-propos, où l'auteur de ce singulier ouvrage raconte au lecteur comment il fut conduit à acquérir la certitude que le fantôme de l'opéra a réellement existé. Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leurs mères, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire du nombre. J'avais été frappée dès l'abord que je commençais de compulser les archives de l'Académie nationale de musique par la coïncidence surprenante des phénomènes attribués aux fantômes et du plus mystérieux, du plus fantastique des drames, et je devais bientôt être conduit à cette idée que l'on pourrait peut-être rationnellement expliquer celui-ci par celui-là. Les événements ne datent guère que d'une trentaine d'années, et il ne serait point difficile de trouver encore aujourd'hui, au foyer même de la danse, des vieillards fort respectables, dont on ne saurait mettre la parole en doute, qui se souviennent, comme si la chose datait d'hier, des conditions mystérieuses et tragiques qui accompagnèrent l'enlèvement de Christine Daae, la disparition du vicomte de Chagny et la mort de son frère aîné, le comte Philippe, dont le corps fut trouvé sur la berge du lac qui s'étend dans les dessous de l'Opéra, du côté de la rue Scribe. Mais aucun de ces témoins n'avait cru jusqu'à ce jour devoir mêler à cette affreuse aventure le personnage plutôt légendaire du fantôme de l'Opéra. La vérité fut lente à pénétrer mon esprit, troublée par une enquête qui se heurtait à chaque instant à des événements qu'à première vue on pouvait juger extraterrestres. Et, plus d'une fois, je fus tout près d'abandonner une besogne où je m'exténuais à poursuivre, sans la saisir jamais, une vaine image. Enfin, j'eus la preuve que mes pressentiments ne m'avaient point trompé, et je fus récompensé de tous mes efforts, le jour où j'acquis la certitude que le fantôme de l'opéra avait été plus qu'une ombre. Ce jour-là, j'avais passé de longues heures en compagnie des Mémoires d'un directeur, œuvre légère de ce trop sceptique Moncharmin, qui ne comprit rien, pendant son passage à l'opéra, à la conduite ténébreuse du fantôme, et qui s'engossa tant qu'il put, dans le moment même qu'il était la première victime de la curieuse opération financière qui se passait à l'intérieur de l'enveloppe magique. Désespéré, je venais de quitter la bibliothèque quand je rencontrai le charmant administrateur de notre Académie nationale, qui bavardait sur un palier avec un petit vieillard vif et coquet, auquel il me présenta allègrement. Monsieur, l'administrateur était au courant de mes recherches et savait avec quelle impatience j'avais en vain tenté de découvrir la retraite du juge d'instruction de la fameuse affaire Chagny, Monsieur Faure. On ne savait ce qu'il était devenu, mort ou vivant. Et voilà que, de retour du Canada, où il venait de passer 15 ans, sa première démarche à Paris avait été pour venir chercher un fauteuil de faveur au secrétariat de l'Opéra. Ce petit vieillard était M. Faure lui-même. Nous passâmes une bonne partie de la soirée ensemble, et il me raconta toute l'affaire Chagny telle qu'il l'avait comprise jadis. Il avait dû conclure, faute de preuves, à la folie du vicomte et à la mort accidentelle du frère aîné, mais il restait persuadé qu'un drame terrible s'est passé entre les deux frères à propos de Christine Daae. Il ne sut me dire ce qu'était devenue Christine, ni le vicomte. Bien entendu, quand je lui parlais du fantôme, il ne fit qu'en rire. Lui aussi avait été mis au courant des singulières manifestations qui semblaient alors attester l'existence d'un être exceptionnel, ayant élu domicile dans un des coins les plus mystérieux de l'opéra. Et il avait connu l'histoire de l'enveloppe. Mais il n'avait vu dans tout cela rien qui pût retenir l'attention d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire Chagny. Et c'est tout juste s'il avait écouté quelques instants la déposition d'un témoin
qui s'était spontanément présenté pour affirmer qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le fantôme. Ce personnage, le témoin, n'était autre que celui que le tout Paris appelait le Persan et qui était bien connu de tous les abonnés de l'opéra. Le juge l'avait pris pour un illuminé. Vous pensez si je fus prodigieusement intéressé par cette histoire du Persan, je voulus retrouver, s'il en était temps encore, ce précieux et original témoin. Ma bonne fortune reprenant le dessus, je parvins à le découvrir dans son petit appartement de la rue de Rivoli, qu'il n'avait point quitté depuis l'époque et où il allait mourir 5 mois après ma visite. Tout d'abord, je me méfiais. Mais quand le Persan me racontait avec une candeur d'enfant tout ce qu'il savait personnellement du fantôme et qu'il me remit en toute propriété les preuves de son existence, et surtout l'étrange correspondance de Christine Daae, correspondance qui éclairait d'un jour si éblouissant son effrayant destin, il ne me fut plus possible de douter. Non, non, le fantôme n'était pas un mythe. Je sais bien que l'on m'a répondu que toute cette correspondance n'était peut-être point authentique et qu'elle pouvait avoir été fabriquée de toutes pièces par un homme dont l'imagination avait été certainement nourrie des contes les plus séduisants, mais il m'a été possible, heureusement, de trouver de l'écriture de Christine en dehors du fameux paquet de lettres et, par conséquent, de me livrer à une étude comparative qui a levé toutes mes hésitations. Je me suis également documentée sur le Persan, et ainsi, j'ai apprécié en lui un honnête homme incapable d'inventer une machination qui eût pu égarer la justice. C'est l'avis du reste des plus grandes personnalités qui ont été mêlées de près ou de loin à l'affaire Chagny, qui ont été les amis de la famille et auxquels j'ai exposé tous mes documents et devant lesquels j'ai déroulé toutes mes déductions. J'ai reçu, de ce côté, les plus nobles encouragements et je me permettrai de reproduire, à ce sujet, quelques lignes qui m'ont été adressées par le général de. Monsieur, je ne saurais trop vous inciter à publier les résultats de votre enquête. Je me rappelle parfaitement que, quelques semaines avant la disparition de la grande cantatrice Christine Daae et le drame qui a mis en deuil tout le faubourg Saint-Germain, on parlait beaucoup, au foyer de la danse, du fantôme, et je crois bien que l'on n'a cessé de s'en entretenir qu'à la suite de cette affaire qui occupait tous les esprits. Mais s'il est possible, comme je le pense, après vous avoir entendu, d'expliquer le drame par le fantôme, je vous en prie, monsieur, reparlez-nous du fantôme. Si mystérieux que celui-ci puisse tout d'abord apparaître, il sera toujours plus explicable que cette sombre histoire où des gens mal intentionnés ont voulu voir se déchirer jusqu'à la mort 2 frères qui s'adorèrent toute leur vie. Croyez bien, etc. Enfin, mon dossier en main, j'avais parcouru à nouveau le vaste domaine du fantôme, le formidable monument dont il avait fait son empire, et tout ce que mes yeux avaient vu, tout ce que mon esprit avait découvert, corroborait admirablement les documents du Persan, quand une trouvaille merveilleuse vint couronner, d'une façon définitive, mes travaux. On se rappelle que dernièrement, en creusant le sous-sol de l'opéra pour y enterrer les voix phonographiées des artistes, le pic des ouvriers a mis à nu un cadavre. Or, j'ai eu tout de suite la preuve que ce cadavre était celui du fantôme de l'opéra. J'ai fait toucher cette preuve de la main à l'administrateur lui-même, et maintenant, il m'est indifférent que les journaux racontent qu'on a trouvé là une victime de la Commune. Les malheureux qui ont été massacrés, lors de la Commune, dans les caves de l'opéra, ne sont point enterrés de ce côté. Je dirais où l'on peut retrouver leurs squelettes, bien loin de cette crypte immense où l'on avait accumulé, pendant le siège, toutes sortes de provisions de bouche. J'ai été mis sur cette trace en recherchant justement les restes du fantôme de l'opéra, que je n'aurais pas retrouvé sans ce hasard inouï de l'ensevelissement des voix vivantes. Mais nous reparlerons de ce cadavre et de ce qu'il convient d'en faire. Maintenant,
il m'importe de terminer ce très nécessaire avant-propos en remerciant les trop modestes comparses qui, tel monsieur le commissaire de police Mifroid, jadis appelé aux premières constatations lors de la disparition de Christine Daae, tels encore monsieur l'ancien secrétaire Rémy, monsieur l'ancien administrateur Mercier, monsieur l'ancien chef de champ Gabriel et plus particulièrement madame la baronne de Castelot-Barbezac, qui fut autrefois la petite Meg, et qui n'en rougit pas, la plus charmante étoile de notre admirable corps de ballet, la fille aînée de l'honorable madame Giry, ancienne ouvreuse décédée de la loge du fantôme, me furent du plus utile secours, et grâce auquel je vais pouvoir, avec le lecteur, revivre dans leurs plus petits détails ces heures de pur amour et d'effroi. Je serais un ingrat si je ne remerciais également, sur le seuil de cette effroyable et véridique histoire, la direction actuelle de l'Opéra qui s'est prêtée si aimablement à toutes mes investigations, et en particulier Monsieur Messager. Aussi le très sympathique administrateur Monsieur Gabion et le très aimable architecte attaché à la bonne conservation du monument, qui n'a point hésité à me prêter les ouvrages de Charles Garnier, bien qu'il fût à peu près sûr que je ne les lui rendrais point. Enfin, il me reste à reconnaître publiquement la générosité de mon ami et ancien collaborateur, Monsieur J.L. Croze, qui m'a permis de puiser dans son admirable bibliothèque théâtrale et de lui emprunter des éditions uniques auxquelles il tenait beaucoup.